Chapitre 13, dans lequel Passepartout prouve une fois de plus que la fortune sourit aux audacieux. Le dessein était hardi, hérissé de difficultés, impraticable peut-être. Mr. Fogg allait risquer sa vie, ou tout au moins sa liberté, et par conséquent la réussite de ses projets, mais il n'hésita pas. Il trouva d'ailleurs dans Sir Francis Cromarty un auxiliaire décidé. Quant à Passepartout, il était prêt, on pouvait disposer de lui. L'idée de son maître l'exaltait. Il sentait un cœur, une âme sous cette enveloppe de glace. Il se prenait à aimer Phileas Fogg. Restait le guide. Quel parti prendrait-il de l'affaire? Ne serait-il pas porté pour les hindous? À défaut de son concours, il fallait au moins s'assurer sa neutralité. Sir Francis Cromarty lui posa franchement la question. « Mon officier, répondit le guide, je suis parsi, et cette femme est parsie. Disposez de moi. »« Bien, guide, répondit Mr. Fogg. Toutefois, sachez-le bien, reprit le Parsi, non seulement nous risquons notre vie, mais des supplices horribles si nous sommes pris. Ainsi, voyez. C'est vu, répondit Mr. Fogg. Je pense que nous devrons attendre la nuit pour agir. Je le pense aussi, répondit le guide. Ce brave hindou donna alors quelques détails sur la victime. C'était une indienne d'une beauté célèbre, de race parsie, fille de riches négociants de Bombay. Elle avait reçu dans cette ville une éducation absolument anglaise, et à ses manières, à son instruction, on l'eût crue européenne. Elle se nommait Aouda. Orpheline, elle fut mariée malgré elle à ce vieux Raja du Bundelkund. 3 mois après, elle devint veuve, sachant le sort qui l'attendait, elle s'échappa, fut reprise aussitôt, et les parents du Raja, qui avaient intérêt à sa mort, la vouèrent à ce supplice auquel il ne semblait pas qu'elle pût échapper. Ce récit ne pouvait qu'enraciner Mr. Fogg et ses compagnons dans leur généreuse résolution. Il fut décidé que le guide dirigerait l'éléphant vers la pagode de Pillaji, dont il se rapprocherait autant que possible. Une demi-heure après, halte fut faite sous un taillis, à 500 pas de la pagode que l'on ne pouvait apercevoir, mais les hurlements des fanatiques se laissaient entendre distinctement. Les moyens de parvenir jusqu'à la victime furent alors décidés. Le guide connaissait cette pagode de Pillaji dans laquelle il affirmait que la jeune femme était emprisonnée. Pourrait-on y pénétrer par une des portes, quand toute la bande serait plongée dans le sommeil de l'ivresse, ou faudrait-il pratiquer un trou dans la muraille? C'est ce qui ne pourrait être décidé qu'au moment et au lieu même. Mais ce qui ne fit aucun doute, c'est que l'enlèvement devait s'opérer cette nuit même, et non quand le jour venu, la victime serait conduite au supplice. À cet instant, aucune intervention humaine n'eût pu la sauver. Mr. Fogg et ses compagnons attendirent la nuit. Dès que l'ombre se fit, vers 6 heures du soir, ils résolurent d'opérer une reconnaissance autour de la pagode. Les derniers cris des fakirs s'éteignaient alors. Suivant leur habitude, ces Indiens devaient être plongés dans l'épaisse ivresse du hang, opium liquide mélangé d'une infusion de chanvre, et il serait peut-être possible de se glisser entre eux jusqu'au temple. Le Parsi, guidant Mr. Fogg, Sir Francis Cromarty et Passepartout, s'avança sans bruit à travers la forêt. Après 10 minutes de reptation sous les ramures, ils arrivèrent au bord d'une petite rivière, et là, à la lueur de torches de fer à la pointe desquelles brûlaient des résines, ils aperçurent un monceau de bois empilé. C'était le bûcher, fait de précieux santal, et déjà imprégné d'une huile parfumée. À sa partie supérieure reposait le corps embaumé du Raja, qui devait être brûlé en même temps que sa veuve. À 100 pas de ce bûcher s'élevait la pagode dont les minarets perçaient dans l'ombre la cime des arbres. « Venez !» dit le guide à voix basse. Et redoublant de précautions, suivi de ses compagnons, il se glissa silencieusement à travers les grandes herbes. Le silence n'était plus interrompu que par le murmure du vent dans les branches. Bientôt le guide s'arrêta à l'extrémité d'une clairière. Quelques résines éclairaient la place. Le sol était jonché de groupes de dormeurs, appesantis par l'ivresse. On eût dit un champ de bataille couvert de morts. Hommes, femmes, enfants, tout était confondu. Quelques ivrognes râlaient encore çà et là. À l'arrière-plan, entre la masse des arbres, le temple de Pillaji se dressait confusément. Mais au grand désappointement du guide, les gardes des Rajas, éclairés par des torches fuligineuses, veillaient aux portes et se promenaient le sabre nu. On pouvait supposer qu'à l'intérieur, les prêtres veillaient aussi. Le Parsi ne s'avança pas plus loin. Il avait reconnu l'impossibilité de forcer l'entrée du temple, et il ramena ses compagnons en arrière. Phileas Fogg et Sir Francis Cromarty avaient compris comme lui qu'ils ne pouvaient rien tenter de ce côté. Ils s'arrêtèrent et s'entretinrent à voix basse. « Attendons, dit le brigadier général.
Il n'est que 8 heures encore, et il est possible que ces gardes succombent au sommeil. Cela est possible, en effet, répondit le Parsi. Phileas Fogg et ses compagnons s'étendirent donc au pied d'un arbre et attendirent. Le temps leur parut long. Le guide les quittait parfois et allait observer la lisière du bois. Les gardes du Rajah veillaient toujours à la lueur des torches, et une vague lumière filtrait à travers les fenêtres de la pagode. On attendit ainsi jusqu'à minuit. La situation ne changea pas. Même surveillance au dehors, il était évident qu'on ne pouvait compter sur l'assoupissement des gardes. L'ivresse du hang leur avait été probablement épargnée. Il fallait donc agir autrement, et pénétrer par une ouverture pratiquée aux murailles de la pagode. Restait la question de savoir si les prêtres veillaient auprès de leurs victimes avec autant de soin que les soldats à la porte du temple. Après une dernière conversation, le guide se dit prêt à partir. Mr. Fogg, Sir Francis et Passepartout le suivirent. Ils firent un détour assez long afin d'atteindre la pagode par son chevet. Vers minuit et demi, ils arrivèrent au pied des murs sans avoir rencontré personne. Aucune surveillance n'avait été établie de ce côté, mais il est vrai de dire que fenêtres et portes manquaient absolument. La nuit était sombre. La lune, alors dans son dernier quartier, quittait à peine l'horizon, encombré de gros nuages. La hauteur des arbres accroissait encore l'obscurité.